Voilà, maintenant c'est bon, on y va. Bonjour, ici Julie Leblanc de revuemajulie.com pour le tome 2, volume 12 du mois de juin 2020. J'ai l'immense honneur de profiter de la situation du confinement pour faire une entrevue à distance. Et tant qu'à faire une entrevue à distance, pourquoi pas d'aller très très loin en France pour rencontrer un homme extraordinaire aux multiples capacités. Je vous présente Jean-Marie Schneider. Là, je m'excuse, j'ai peut-être déformé votre nom parce que nous, au Québec, on dit Schneider. Mais vous, en France, comment vous dites votre nom? Ben, nous, normalement, on dit Schneider. Oh! Voilà. Mais Ah! ça n'a aucune espèce d'importance. Ben, enchanté, monsieur Schneider, c'est cela? Oui. Bon! Merci d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. C'est vraiment un monument de connaissances qu'on va découvrir aujourd'hui parce que Jean-Marie a eu plusieurs missions dans son incarnation. On pourrait même dire que vous avez eu plusieurs vies dans une vie. Comment ça a commencé votre histoire un petit peu pour nous mettre dans l'ambiance de qui vous êtes, Jean-Marie? Ben, tout simplement, ça a commencé d'abord en étant jeune, hein, c'est une chose, par ma grand-mère, puisque je dis toujours ma grand-mère, il faut un petit peu la mettre en avant, qui elle était, on va dire, une passionnée de tout ce qui se passait au niveau de la vie, au niveau de la partie médecine, au niveau, puisqu'elle s'occupait d'un hôpital, et c'est elle qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille avec un de ses amis qui était radiesthésiste et qui m'a fait découvrir le plaisir de faire bouger une baguette, simplement. Alors moi, j'y arrivais pas tout seul. Puis lui, il est arrivé tout simplement en me mettant la main sur l'épaule. Là, la baguette, paf, elle a plongé. Et là, je me suis dit, il y a un truc. Il y a un truc. Et puis, les années passant, eh bien, j'avais complètement oublié ce truc. Jusqu'au moment où mes péripéties de vie, peu importe, on va passer dessus, m'ont amené, de par mon métier, à voyager dans des pays différents, à voyager du côté du Népal, du côté de l'Inde, du côté un petit peu du Tibet, voilà, et à voir des choses que un petit peu mon côté très cartésien ne pouvait pas admettre. Et au bout de beaucoup d'années, je me suis dit, il n'y a pas de truc. Et parce qu'au départ, je pensais vraiment qu'il y avait un truc. Je voyais faire des choses, ces choses, je ne les comprenais pas, je ne les admettais pas, et forcément, ben, ça coinçait. Et petit à petit, avec le temps, c'est surtout ça qui est important, c'est le temps, je me suis aperçu que vraiment, vraiment, il n'y avait pas de truc. Alors je me suis dit, voilà, Jean-Marie, eh bien, tu vas t'atteler à une lourde tâche. Tu vas essayer de comprendre et de démontrer ce que toi, tu pensais comme un truc, comme une vérité. Et voilà ce que je fais depuis maintenant à peu près une cinquantaine d'années. Vous voyez que c'est quelque chose qui est là. Voilà un petit peu le parcours en étant très, très rétréci, très raccourci. Mais tout ce que je fais et tout ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de le faire avec une passion, c'est sûr, avec une certaine ténacité, c'est certain, et puis avec surtout un esprit de découverte, mais en étant toujours, mais toujours les pieds sur terre. C'est-à-dire que mon côté assez cartésien, j'ai toujours gardé, et ça m'a valu énormément de bonheur, de bien-être, parce que comme un voilier qui a un grand mât, s'il n'a pas une bonne quille pour tenir au vent, eh bien, au premier coup de vent, hop, il va se coucher. Alors que là, dès que je commençais à grimper dans des domaines un petit peu, pour moi, bizarroïdes, eh bien, mon ancrage me permettait de rester stable et de me dire, voilà, eh bien, Jean-Marie, oui, va un petit peu plus loin, essaye d'aller plus loin, mais retourne toujours au sol. Voilà, en gros, en quelques minutes, une explication de pas mal d'années de vie, puisque, bah, comme vous le savez, j'en ai 74 cette année. Voilà. Ben, bonne fête pour vos trois quarts de siècle, quasiment. Oui, oui. Jean-Marie, on a annoncer un petit peu votre côté scientifique. Alors, j'imagine que votre côté cartésien, on peut l'associer à la science. C'est quoi, dans le fond, votre science? Quel critère? Si vous voulez, moi, j'étais donc dans un domaine au départ militaire, donc
Ça, c'est une chose qui est claire. Et dans ce domaine militaire, il y avait des fonctions un petit peu scientifiques. Donc, je ne vais pas m'éterniser plus là-dessus parce qu'il y a ce fameux droit de réserve, donc on ne va pas s'éterniser. Mais c'est vrai que on était quand même à la recherche de l'extraordinaire, on était à la recherche de choses un petit peu inhabituelles. Donc, c'est ce côté un petit peu très, très cartésien, très rigoureux du côté militaire qui m'a permis d'avancer et peut-être à aujourd'hui d'être ce que je suis dans le domaine énergétique. Le pire ennemi de la Terre, on est bien d'accord, c'est l'humain, c'est l'être humain, aussi bien d'ailleurs féminin que masculin. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, ces découvertes qui sont fantastiques, qui sont merveilleuses, c'est comme quelqu'un qui va être sur un fil du rasoir. La même chose peut être utilisée d'une façon très positive et la même chose peut être utilisée d'une façon très négative. Tout dépend de quel côté on va se mettre. Un gangster, par exemple, lui, dans ses forfaits, il va être très positif puisque ça va être pour lui. Mais au niveau de la société, ça va être très négatif. Alors que, vous voyez, c'est toute une question, en fin de compte, de position. Et c'est pour ça que dans ce domaine, toutes les découvertes qui ont été faites par l'humain peuvent être utilisées aussi bien à bon escient qu'à mauvais escient. Tout dépend de l'être humain. On fait une parenthèse comme ça sur l'humain et le positif et le négatif. Comment ça se passe en France pour le COVID-19? Est-ce que ça a changé un petit peu votre façon de fonctionner? Alors, vous savez, le français, il a un emblème. Le français, il a un emblème, tout le monde le sait, c'est le coq. Et le coq, c'est le seul animal qui chante les deux pieds dans la merde. Excusez-moi l'expression. Ce qui veut dire que en France, on est les champions de la grève, d'accord? On est les champions, on est les râleurs pas possibles. On est les champions, on va dire, du détournement de tout. Ça, c'est le français. Bon, on n'y peut rien, ça fait partie de notre éthique. Je suis fier d'être français, je suis fier d'avoir le coq comme emblème. Donc ça, que ça soit clair, net et précis. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, prenons le cas par exemple, on vient de sortir du déconfinement. Et malheureusement, certaines personnes pensent que déconfinement égale fin du virus. Ils ont fort, ils ont complètement tort. En fin de compte, on nous donne une forme de liberté et tout de suite on nous donne ça. Certaines personnes vont prendre ça, voire plus. Ce qui veut dire qu'il y a un risque. Il y a un risque qui est très certain. Celui de la recontamination massive au niveau de ce virus. On ne sait pas. D'ailleurs, personne aujourd'hui n'est vraiment capable de dire ce qu'est ce virus, pourquoi il est là. Est-ce qu'il est venu trop tôt? Est-ce qu'il est venu trop tard? Est-ce qu'il a été prévu d'être mis en place pour des raisons X ou Y? Personne pourra aujourd'hui et peut dire quelque chose. En tout cas, pour moi, je pense qu'on a une chance énorme. C'est qu'à aujourd'hui, ce virus n'était pas vraiment attendu au moment où il est venu. Ce qui veut dire que ça a pris tout le monde de court et ça a évité peut-être certaines personnes de prévoir X ou Y euh, matériel ou choses ou peu importe pour s'en servir et pour utiliser ce virus à, j'allais dire, à bon ou à mauvais escient. Vous savez, c'est comme l'informatique. En général, la personne qui envoie un virus partout, c'est celui qui a l'antivirus. Donc, trouvez l'erreur. Absolument. Nous, on est un petit peu comme la France du Québec, c'est-à-dire que nous sommes en déconfinement aussi. C'est très rapide, c'est pas solidifié au niveau des bases. Alors, c'est arrivé, effectivement. Donc, nous, les enfants ont recommencé à aller à l'école, en tout cas pour certains. Et puis, voilà, nous, on a des pressions économiques qui priment avant la sécurité. On est comme vous, un peu, on est deux peuples très, 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 très allumés et très désireux d'être actifs. On peut même faire un lien avec nos racines parce que nous découlons de votre source française. Je fais une parenthèse ici, là. J'ai un petit peu manqué mon introduction. J'aurais voulu m'en faire une en disant bon, que vous faites du coaching, que vous êtes auteur, conférencier, que vous faites des formations, la lithothérapie existentielle, vous faites beaucoup de choses. Fait que reprenez mon introduction
comment qu'on vous présente quand on est aussi multi-polyvalent que vous? Ben, on se présente simplement avec son nom et son prénom. C'est aussi OK, simple que ça, voilà. C'est-à-dire que les personnes me connaissent sous Jean-Marie Schneider. Point. J'ai toujours dit qu'on devait être reconnu avant d'être connu. Ça sert à quoi d'avancer des grands titres, des grandes phrases, voilà, non. Euh, Ce qui compte, c'est la valeur de ce que l'on peut amener aux autres au moment où l'autre est prêt à l'écouter. Voilà, c'est aussi simple merveilleux. que ça. Et qu'est-ce que vous amenez à une personne comme moi et comme nous qui vous écoutons aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre spécialité ou Oh, particularité? je n'ai pas forcément une spécialité, mais ce que j'ai fait depuis des années et des années et des années, j'ai toujours mené les personnes, mes élèves, vers leur individualité pour qu'ils puissent faire une chose importante, c'est non pas transmettre ce que moi je leur enseigne, mais transmettre ce qu'ils ont compris et appliqué, ce qui est tout à fait différent. Et c'est ce qu'on appelle faire avancer la connaissance. Parce que à moi tout seul, je peux être dans un domaine, je peux faire des recherches sur des domaines, mais si j'ai des multiples élèves qui se développent grâce à la petite graine que je vais leur donner et qui vont chercher dans leur coin à développer quelque chose que je ne peux pas développer, je crois que j'aurais gagné. J'aurais réussi ce que je fais et ce que je veux faire depuis des années, des années et des années. Côté graine, c'est une grosse graine parce que là, jusqu'à aujourd'hui, vous avez 30 livres d'écrits. Il y en a du passage de la connaissance en 30 bouquins. Ben oui, il n'y a pas que les pierres d'ailleurs, parce qu'en fin de compte, pour moi, les pierres sont un support. Les pierres sont un support facile à avoir, facile à travailler, mais moi qui suis un passionné des minéraux, qui suis un passionné des pierres, dans la partie énergétique, je considère que ces pierres, alors là je sais que je vais me faire, il y aura plein de copains qui vont pas être d'accord avec moi, mais ça fait rien, c'est pas grave. J'ai oublié ma petite phrase, hein. Ah mon Dieu, ma petite phrase. Ne croyez pas un seul mot de ce que je vais dire, mais vérifiez-le. Ce qui veut dire que là, peut-être dans cette entrevue, je vais peut-être jeter des petites graines, voilà, qui vont, ben, certaines vont être plantées, vont germer, puis d'autres ne vont pas être plantées, ne vont pas germer. Ben, tout simplement, c'est parce que c'était pas pour certaines personnes. Donc, pour moi, la lithothérapie, les pierres, les minéraux, sont des compléments, c'est-à-dire que la pierre compense les énergies que vous dépensez à agir. Et non pas vous met, on va dire, comme peut-être certaines personnes auraient tendance à penser, je prends une pierre, je la mets dans ma poche et tout va bien. Non, pas du tout. Pas du tout. Si je dépense de l'énergie physique, je m'alimente. Si je dépense de l'énergie mentale et psychique, il faut également que je m'alimente. Ce qui veut dire que chaque pierre va avoir une fréquence bien particulière qui va permettre de compenser d'une façon très particulière l'énergie dépensée sur tel ou tel domaine. La pensée, le psychique, le mental, la spiritualité, etc. Vous voyez? Donc, en fin de compte, la pierre, pour moi, sert à compenser les énergies dépensées. C'est comme ma voiture, ben, de temps en temps, elle a besoin de gasoil parce que j'en ai utilisé. Si mon réservoir est vide, je peux remplir du gasoil. Si mon réservoir est plein, je ne peux pas mettre de gasoil, donc ça ne sert à rien que j'utilise des pierres. Et quelque chose aussi qui va vous surprendre, mais j'ai tellement l'admiration pour l'énergie des pierres que je n'en porte sur moi qu'à bon escient. C'est-à-dire que j'ai très rarement, très très rarement, une pierre sur moi. Parce que quand je prends cette pierre, c'est parce que je sais qu'elle va compenser mes énergies, elle va me permettre de me donner un boost, elle va me permettre de continuer et d'avancer. Donc, vous voyez, une pierre pour moi, c'est une amie qui va compenser les énergies dépensées. Donc, exemple, moi qui porte de la larimar en Oui. bracelet, elle compense quelque chose que je ne m'occupe pas de mes énergies. Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. Euh, on est bien d'accord qu'on est une très très petite quantité de personnes dans le domaine de l'énergie des pierres. D'ailleurs, c'est pas un scoop, mais quand on est arrivé au Québec, les gens ne connaissaient pas la lithothérapie, c'est-à-dire au terme existentiel. On a lancé ça
dans la partie Québec. Ça fait maintenant quand même depuis 20 ans qu'on y vient 2 fois par an en avril et au mois de novembre, donc foire aux minéraux, anglophones et francophones à Montréal, etc. Enfin, j'ai maintenant énormément d'élèves au Québec, je passe sur tout ça, mais la pierre peut être utilisée simplement comme décor, c'est-à-dire qu'elle va être là, mais sans le savoir, sans que vous le sachiez, à un moment donné, le bracelet que vous portez, si vous avez dépensé les énergies qui sont en lien avec le larimar, vous allez pouvoir vous ressourcer. D'ailleurs, c'est pas pour rien que vous portez ce larimar. Le larimar, c'est la pierre qui va vous permettre de compenser les énergies quand au fond de vous-même, vous allez vous sentir seul et que vous devez faire et paraître aux yeux des autres quelqu'un de fort, de bien, etc. Et on a tous ces passages. J'ai mes passages aussi de faiblesse et là, j'ai besoin peut-être aussi de compensation. Donc, c'est important pour moi cette pierre par rapport à vous parce qu'elle me démontre que vous avez une énorme sensibilité, une énorme fragilité émotionnelle, gardez-les, mais également une force importante pour savoir dire ça me convient ou ça ne me convient pas. Et donc, cette larimar que vous portez à votre poignet, c'est pas pour rien, surtout au niveau du racette de la main, de la racette de la main droite, si je ne me trompe pas, puisqu'on est inversé, on est à l'écran. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous protégez sur ce que vous donnez, parce que ce qu'il faut, en général, c'est pouvoir donner quelque chose à quelqu'un qui va théoriquement s'en servir. Parce que si c'est simplement donné pour des personnes qui disent oui, bon, youpi, vous perdez votre énergie, vous perdez votre temps, je perds mon énergie, je perds mon temps. Et là-dessus, j'ai une petite façon de travailler. Ça va peut-être vous surprendre, mais c'est pas grave. Quand je donne, par exemple, un conseil à quelqu'un, et que ce quelqu'un ne m'écoute pas, oh, je m'affole pas. De toute façon, je n'ai pas de facteur de résultat, je suis tranquille. Mais je dis, je l'ai mal expliqué. Vous voyez, je prends la faute sur moi. Je dis, je l'ai mal expliqué. Donc, je lui réexplique une deuxième fois. Si au bout de 2 fois, il ne comprend pas, il ne m'écoute pas, j'arrête. J'arrête parce que c'est qu'il ne veut pas m'entendre, c'est que je perds mon temps, je perds mes énergies, et puis pour lui, si je continue à lui dire toujours la même chose, je passerai pour quelqu'un d'embêtant. Ah oui, ben il arrive, il est là, il est toujours ceci. Par contre, en le laissant de côté sur ce sujet, hein, on ne va pas se quitter. À un moment donné, la personne va réagir. Elle va se dire, mais attends, mais il ne me pose plus la question, qu'est-ce qui se passe? Si lui est demandeur, eh bien, il va bien mieux m'écouter que si moi je le force à l'écouter. Et ça, c'est pareil pour les animaux. Je vais vous raconter un truc, une blague, enfin, si on peut se le permettre, mais je pense qu'on peut se le permettre, ça permet d'expérimenter. Euh, Ici, en Alsace, il y a très longtemps, j'avais un chien qui s'appelait Rex, un berger allemand. Puis je le promenais dans la montagne à côté, dans les Vosges, et puis il était sans laisse et je l'appelais Rex, 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 Rex. Et à un moment donné, il y a un monsieur bien habillé, en casquette, avec un clairon, le garde forestier. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Qu'est-ce que vous faites comme bruit? Je dis, écoutez, j'appelle mon chien. Il me dit, oui, ça je sais. Il devrait être en laisse. Il me dit, asseyez-vous, taisez-vous et bougez plus. Bon, je m'assois, je me tais, je bouge plus. Et d'un seul coup, cette espèce de chien, on va dire, de filou, il m'entendait plus. Il est revenu me chercher parce qu'il ne m'entendait plus. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'humain, quand on crie toujours au loup après quelqu'un, quand on essaye toujours d'être présent, quand on essaye toujours d'apporter quelque chose à quelqu'un, ce quelqu'un, il dit c'est pas grave, il est toujours là. Mais quand à un moment donné, il s'aperçoit que vous vous retirez, c'est là qu'il dit ah, attention, il faut peut-être que je fasse, que j'écoute peut-être, ou que je fasse quelque chose. Vous voyez? Une façon différente et complémentaire de faire comprendre aux gens que soit il prend la décision de se prendre en main et d'agir, ou soit, ben, ma foi, l'assistanat, à titre personnel, je ne connais pas. Je fais un petit retour dans votre passé parce que vous avez eu un accident qui a été très difficile
difficile. À un moment donné dans votre vie, vous avez eu de nombreuses fractures. Vous avez eu la chance d'avoir été accueillis par des gens qui vous ont soigné et qui vous ont amené à conscientiser. 5 ans de guérison quand même. Et à partir de ce moment-là, vous avez récupéré des facultés au niveau de l'âme et de vos talents ou dons, si on peut dire. Vous avez commencé à voir des couleurs, les auras et tout ça. Je vais vous décevoir. Non. Je suis mal informée, je suis désolée. Non. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Lors de cet accident, je suis resté un certain temps dans le coma. J'ai vu certaines choses, non pas le tunnel. De l'autre côté, quand vous étiez en coma, vous avez vu des choses? Très terre à terre. J'ai vu où j'étais alité, j'ai vu la chambre d'à côté, j'ai vu ce qui se passait à droite à gauche. J'ai pas vu le tunnel, j'ai pas vu ce genre de choses. Moi, je suis resté un petit peu, voilà, je me voyais. Je voyais mes amis qui venaient, de moins en moins d'ailleurs, puisqu'en fin de compte, au départ, c'était là. C'est une carte qu'on appelle? Oui, appelez ça comme ça, si vous voulez, oui. Okay. Je les entendais, j'entendais ce qu'ils disaient, donc il faut très faire attention à une chose importante, c'est que quand vous allez voir quelqu'un qui est dans le coma, ne pensez pas qu'il n'entend rien. Priez le bon Dieu pour qu'il ne s'en rappelle pas, vous voyez. Donc, et là, quand je me suis réveillé, ben, j'ai vu un monsieur asiatique qui était au-dessus de moi, un médecin, un chirurgien, qui a commencé à me dire nom du père, nom de la mère, etc., quel était le nom de mon chien, enfin bref, pour voir si j'avais retrouvé quelques facultés. Et puis il me dit, est-ce que vous avez quelque chose de spécial à me dire? Ben, je dis d'abord où je suis, puisqu'en fin de compte, c'était la première des choses à dire. Il me dit, oui, mais encore. Ben, je dis, écoutez, voilà, dans mon absence, c'est ce que j'ai dit, c'est bizarre parce que j'avais l'impression de me voir, j'avais l'impression de voir ce qu'il y avait dans la pièce à côté, et je lui ai donné des détails. Bon, il n'a rien dit, il prenait des notes, il n'a rien dit, il est parti. Puis 15 jours après, il est revenu, il a dit, bon, écoutez, bienvenue au club. Alors je fais au club de quoi? Ben, dit au club des personnes qui ont, dans une période d'absence, donc de coma, voyagé un petit peu. Et parce que tout ce que vous m'avez dit, j'ai vérifié. Et ça s'avère juste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a été trouvé l'infirmière, il a été trouvé l'autre médecin, il a été trouvé certaines choses pour voir si ce que j'avais dit, voilà. Donc. Et puis d'ailleurs, si vous regardez un petit peu certains ouvrages, et de plus en plus d'ailleurs le corps médical s'intéresse à ces sorties, par exemple une personne qui se réveille et qui donne le numéro du lit d'hôpital sur lequel il est, ou du lit d'opération sur lequel il est, alors que même le chirurgien ne sait pas où il a quand même été voir ce numéro. Une autre personne qui trouve une boîte, enfin qui dit que la boîte contenant l'argent du comité d'entreprise se trouve dans la gouttière, dans le bâtiment X, il a quand même été voir. Vous voyez, tout ça, ce sont des preuves palpables. Alors, il ne faut pas trop extrapoler, mais pour moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé dans ces sorties, ce sont les enfants. Parce qu'un adulte peut être formaté par les livres qu'il a lus, le tunnel, ceci, cela, tout le monde parle de ce genre de choses, et j'y crois, hein, il n'y a aucun problème. Moi, je n'ai pas eu la chance ou la chance de ne pas le voir, peu importe, mais les enfants, eux, ils ne sont pas encore pollués ni formatés par tous ces livres. Et quand un enfant commence à faire des dessins sur où il était, etc., commence à dire des choses, eh bien, on dit bien la vérité sort de la bouche des enfants. Et cela, ça prouve quand même qu'il y a quelque chose qui se passe en dehors du corps, et c'est pour ça qu'on a des vibrations, on a beaucoup de choses qui se dégagent. Voilà. Là, votre sortie de l'hôpital avec 24 fractures, ça ne se passe pas facilement. Ah, non, oui, vous êtes bien renseigné, je vois, c'est très bien. Oui. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé, là, qu'on est tous brisés, là, qu'on n'est pas dans son pays, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand je suis revenu, moi, je suis un petit peu spécial, c'est ce que je dis toujours, c'est que j'ai dit merci d'être revenu, hein, parce que comme j'ai pas vu cette lumière blanche, etc., donc j'ai dit merci d'être revenu. Et puis, je me suis dit, si je suis revenu, ça doit être pour quelque chose. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là,
j'ai vu les choses différemment, mais j'ai pas vu les auras à ce moment-là. Oui, mais j'ai vu les choses différemment. C'est-à-dire que je me suis dit, la vie, elle mérite d'être vécue, elle mérite d'être comprise, elle mérite parce qu'il y a des choses que moi j'ai vues et je me suis dit, ces choses-là sont vraies, peu importe si tous les autres disent que c'est faux, ça m'est complètement égal. Ce qui est important dans ce domaine, dans la partie, ce qu'on appelle lithothérapie existentielle ou lithoponcture, il y a une règle du jeu qui est très importante. Et ça, je le conseille vraiment à tout le monde. C'est pas facile. C'est celle de ne jamais se mentir à soi-même. C'est-à-dire que si vous ne voyez rien, ben vous ne voyez rien. Si vous voyez quelque chose, vous ressentez, ben vous ressentez. Si vous avez 10 personnes qui pensent quelque chose et que vous pensez autre chose, peu importe, vous devez être dans votre vérité. Et c'est ça qui est important. Pas dans la vérité de l'autre. Pas faire comme l'autre. C'est vous. Et quand on est dans sa vérité, vous savez que des fois à Sainte-Marie-aux-Mines, c'est la 3e foire aux minéraux au monde, donc à Sainte-Marie-aux-Mines. Quant à Sainte-Marie-aux-Mines, des fois, il y a des personnes qui me disent, Jean-Marie, tu ne connais rien en énergie. Je dis, mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Pour toi, je ne connais rien. Et ça s'arrête là. Vous voyez, je ne rentre pas dans la bagarre ou dans les preuves de ceci ou de cela, parce qu'en fin de compte, j'ai ma vérité et ça s'arrête là. Alors, comment s'est arrivée la vision chez vous, finalement? Alors, la vision est terrible, d'une façon un peu spéciale, parce qu'en fin de compte, vous savez, quand on ne croit pas à quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire pour y croire? Le Il faut livre, démontrer que c'est vrai. On est bien d'accord. Donc, pour commencer à regarder, à ressentir, à pouvoir traduire certaines choses, je me suis basé sur une vérité exacte, c'est-à-dire l'émission de chaleur du corps. Ça, personne ne pourra dire le contraire. Lorsque vous approchez votre main de votre bras, vous sentez la chaleur de votre corps. Et ça, c'est vrai. Ce qui veut dire que notre corps va émettre et va éliminer, va se réguler. Mais attention, il va se réguler différemment en fonction des émotions que vous allez avoir. C'est-à-dire que si, par exemple, je vous dis quelque chose qui va vous toucher, certaines parties du corps vont avoir une différence de température. Et cette différence de température, quand on est capable de la capter, puisque j'ai créé un appareil infrarouge qui est assez unique, eh bien, quand on est capable de la capter, on est capable de dire voilà, le problème physique, il est là, ou là, ou là. On ne sait pas encore ce que c'est, mais on sait qu'on a touché cet organe. On sait qu'on a touché ce membre. On sait qu'on a touché cet emplacement. Et après, avec le temps, eh bien, on essaye d'y mettre des mots, on essaye de faire son propre code de décryptage, et ensuite de ça, ben, on essaye d'avancer et sans arrêt de s'améliorer parce que même si 150 personnes, quand ils ont une vibration sur ce point, c'est égal ça, il y a peut-être la 151e qui sera tout à fait différente parce qu'il y a toujours l'exception qui confirme la règle. OK. C'est super intéressant. Votre appareil, comment ça s'écrit et comment ça s'appelle? Oh, ben c'est un appareil énergétique, hein, tout simplement. Je ne lui ai même pas donné de nom, puisque je l'ai fabriqué moi-même. Donc, je ne lui ai même pas donné de nom. J'aurais pu le vendre 1000 fois, mais je ne peux pas le vendre parce que la traduction, c'est moi. Donc, ça sert à quoi de vendre un appareil si on ne sait pas traduire ce qu'il dit? Ça sert à rien. Donc, c'est pour ça qu'il est unique. Mais là, cet appareil-là prend l'infrarouge des cellules, j'imagine. Donc, que la température, il n'y a pas de couleur là-dedans ou quoi? Non, c'est-à-dire que ben, l'infrarouge, hein, on voit la nuit, en fin de compte, on voit les différences. Lorsque vous avez un avion, par exemple, qui est stocké, qui est stationné au soleil, pendant une journée, il décolle, eh bien, à l'infrarouge, on est capable de voir 2 heures, 3 heures après où il était stationné, parce qu'il y a toujours une différence de température entre l'endroit où il était stationné, qui a généré une zone d'ombre, donc une zone de froid, par rapport à la zone de chaleur. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer. Et après, on a, on va dire, ce qu'on appelle des automatismes. Et après, on a par rapport à une personne, par rapport à X ou Y, en fonction des questions qu'on va poser, cet automatisme-là. Alors, moi, j'ai créé cet appareil au départ, peut-être pas pour moi.
mais pour démontrer aux personnes qui viennent que quelque chose est présent et que quelque chose est là. Et ce que j'adore, d'ailleurs, il faut savoir que des photos énergétiques, j'en fais très très peu. C'est-à-dire que ici où on est, eh bien, j'en fais peut-être, si j'en fais 10 dans l'année, c'est un véritable miracle. Hein. Où j'en fais le plus, c'est quand on me piège dans mes tournées. Ça, c'est une chose qui est, on va dire, alors là, on me sature, c'est sûr. Mais ça, c'est entre les gens qui organisent, vous voyez ce que je veux dire. Donc, bon, peu importe. Mais ça, si déjà on est sur place, on le fait. Donc, vous voyez, c'est surtout cet avantage. Donc, c'est pas pour moi que je l'ai fait, c'est pour démontrer aux autres. Et j'en étais à dire, ce que j'aime, c'est quand il y a une personne, quand il y a un couple, quand il y a une personne qui est derrière l'écran, puis une personne qui est devant, à quelques mètres de l'appareil, sans pour ça, on va dire, avoir un contact avec l'appareil, et que la personne voit les énergies bouger. Elle le voit en direct, il n'y a pas de truc. Vous voyez, c'est comme ça, puisque lorsque je pose une question un petit peu piège, un petit peu pour voir cet entonnoir, là, pour aller vraiment au but, ben voilà, ça bouge. Et puis, plus on va vers l'affinement, plus ça bouge. Alors là, les gens sont. Et maintenant, j'ai même fait une chose, j'ai même filmé en même temps que je posais les questions l'écran pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe en fonction des questions qu'ils donnent. Alors, vous voyez, comme ça, mais ça, c'est le côté un peu gadgetique, ça permet de prouver qu'il y a quelque chose, mais ce qui compte pour moi surtout, c'est l'évocation pour la personne, ce qu'on appelle des points racines, c'est-à-dire les points qui vont se répéter, se perpétuer tous les 3 ans, tous les 5 ans, etc. Ce qu'on appelle les périodes répétitives. Ce qui compte pour moi, c'est l'influence fœtale. Ce qui compte pour moi, c'est ce qu'on appelle les points de vie, etc. Donc tout ça, ça permet à la personne non pas d'oublier, mais de ranger l'événement afin que son inconscient ne lui représente plus et qu'elle puisse vivre au présent sans le poids d'un passé qui lui appartient ou qui ne lui appartient pas. Disons qu'une personne comme moi qui n'a pas besoin de prouver que l'énergie existe, là, on y va avec le don pur. Là. Vous êtes capable de voir les couleurs de l'aura sans appareil? Alors, comme dit, les couleurs de l'aura, c'est une. Pour moi, chacun va voir ses couleurs. C'est-à-dire que c'est pas forcément, comme des fois même moi je mets dans les livres, bien structuré, etc. C'est en vrac. Et chacun va percevoir quelque chose. D'ailleurs, voir l'aura, c'est pas forcément voir les couleurs. C'est peut-être avoir une intuition, c'est peut-être avoir un ressenti, c'est peut-être avoir mal aux genoux ou aux pieds ou aux dents, je ne sais pas. Vous voyez? Non, non, mais c'est traduit pour chaque personne d'une façon complètement différente. Regardez maintenant. Euh, Laurent, en fin de compte, j'ai 2 exemples qui vont être peut-être un petit peu simplistes, mais qui vont comprendre. Euh, un radiateur en période d'hiver, on va prendre un radiateur en fonte, il est chaud, on touche le radiateur, on sent la chaleur. Bien. On s'éloigne un peu du radiateur, on sent toujours la chaleur. Mais on se met au milieu de la pièce, à un moment donné, on dit, on a la température résiduelle. Bien, l'aura, c'est ça. Au départ, on peut la sentir, on peut la voir, puis plus on s'éloigne, moins on va la voir, et pourtant elle est toujours là. Ce qui veut dire que ce qu'on émane va être propulsé à des kilomètres et des kilomètres. S'il y a un bon récepteur, si ce récepteur correspond à la fréquence de l'émetteur, il y aura un échange. Alors après, la couleur, oui, bien sûr. Moi, je perçois entre le gris clair et le brun foncé. Alors, vous voyez que ce n'est pas du tout les couleurs de l'arc-en-ciel. Et j'ai donné des fonctions à chaque élément du corps, etc. Parce que c'est ma façon de voir. Mais il y a des personnes qui, effectivement, voient l'ensemble des couleurs, il y a des personnes qui voient l'aura, il y a des personnes. Attention, je ne dis pas que. Non, c'est ma façon. Elle est peut-être un peu bizarre, elle est peut-être un petit peu tristounette dans les couleurs, mais elle donne du résultat. Ben, c'est ça, si vous êtes capable de l'interpréter. Ben, Donc, voilà. exemple, quelqu'un qui a des problèmes de drogue ou de violence, ou peu importe. Là. Mettons quelqu'un qui ne va pas bien dans sa vie, ça se promène dans le gris ou dans le brun. Comment vous faites pour différencier quelqu'un qui va bien et quelqu'un qui va moins Je dirais qu'à bien? la limite, ça n'a pas d'importance, puisque de toute façon, les gens ne pourraient pas le savoir. Mais par contre, demander à mes élèves,
Là-dessus, quelqu'un qui se drogue ou qui se shoot ou qui a quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, je ne le rate pas. Hein, c'est clair, il a une vibration caractéristique bien précise. Oui, c'est ça, hein? Très Vous précise. la reconnaissez à quoi? Ben, on la reconnaît, on va dire, à une couleur. Bon, si vous voulez savoir la couleur que c'est, pour moi, on va dire, c'est du gris clair. Voilà, OK. qui correspond, ben oui, justement, qui correspond aux personnes qui sont dépendantes de quelque chose. Mais alors attention, la dépendance, c'est pas forcément la drogue, c'est Non. peut-être le jeu, c'est peut-être le sentiment, c'est peut-être l'alcool, c'est peut-être, oui, il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Alors là, après, il faut scinder. Là, il faut scinder, il faut voir est-ce que ça vient d'une façon héréditaire. Et là, il faut démontrer, il faut voir dans la partie héréditaire si les grands-parents, les parents, etc., ont été touchés par ce genre de choses. Il faut voir également l'influence fœtale. Parce que si la maman, dans l'influence fœtale, a des besoins, euh, ça peut être transmis au fœtus ou à l'embryon au départ par ses besoins, il y a des périodes bien précises, ça peut être le papa. Il y a plein d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte. Oui, alors c'est pour ça. Je m'excuse de vous dire. Quand vous dites qu'il y a plein d'éléments, est-ce qu'on peut aussi ouvrir sur une hypothèse karmique antérieure de Ah, l'incarnation? mais bien sûr, bien entendu. Alors, moi, dans ce que je fais, alors, je vous assure que je crois aux vies antérieures comme je crois aux vies futures. Que ça soit bien clair. Et c'est assez marrant parce que dans une conférence, je ne sais plus si c'était à Caen ou je ne sais plus, enfin bon, peu importe, il y a une dame qui se lève et qui dit, Monsieur, moi je ne crois pas aux vies futures, mais dans une vie antérieure, j'étais ça. Vous voyez? Bon, dans toute la salle a rigolé, bien sûr. Non, bien sûr, il y a de l'influence karmique. D'ailleurs, à ce sujet, si on voulait aller, par exemple, dans une explication un petit peu bizarroïde, parce qu'il y a une règle du jeu aussi qui est assez intéressante. Quand on est dans le conscient, notre inconscient nous autorise des messages et nous amène, c'est un petit peu la roue de la connaissance. Alors, c'est vrai que je me suis mal pris, on va partir d'une façon différente. Chaque fois que je fais des choses conscientes, que je le présente à mon inconscient me transmet des éléments pour que je puisse continuer à le transformer consciemment. C'est comme ça qu'on peut écrire des livres, qu'on peut être dans la création, qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc, il faut commencer par la partie consciente. Donc, cette partie inconsciente, une fois qu'on a fait du conscient, vous amène vers du ressenti, vers des prémonitions, vers de la médiumnité, vers des plans, vers d'autres vies antérieures. Alors, pour moi, je suis resté dans le côté très cartésien, mais je crois aux vies antérieures, je vous le dis sincèrement, mais je suis resté dans ce domaine parce que si je veux qu'une personne évolue, il faut que je lui prouve des choses vraies, qu'elle ne puisse pas dire non, pour qu'elle puisse avancer. En clair, j'agis sur son cerveau reptilien qui dit attention, c'est plus la peine que je piège le monsieur ou la dame, puisqu'elle le sait. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc moi, je reste dans tout ce qui est hérédité, et d'ailleurs, je vais même jusqu'à l'hérédité orpheline, c'est-à-dire là où on n'a plus de traces physiques, humaines de la vie de l'arrière-arrière-arrière-grand-père, on sait qu'il a existé, et bien souvent, ce sont ces traces qui se propulsent de génération en génération et qui, à un moment donné, vont déclencher chez une personne et cette personne, elle va se trouver avec des ressentis, des possibilités, des créations, etc. Parce que, ou des difficultés, on est bien d'accord, hein. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Et surtout que ça c'est aussi la petite parenthèse. Quand je commence à parler, on m'arrête plus, mais c'est pas grave. Il y a une petite parenthèse qui est importante au niveau de notre comportement, au niveau de la maladie psychosomatique. Il faut savoir qu'un choc émotionnel positif fait les mêmes dégâts qu'un choc émotionnel négatif. Il y a pas de, au niveau de notre mental, lui, il fait pas de différence. C'est le choc émotionnel qui compte. Ce qui veut dire que, par exemple, à Colmar, en France, je dis ça pour mes cousins québécois, eh bien, il y a une personne qui a retrouvé son fils qu'elle croyait mort depuis plus de 40 ans. Le choc hyper positif, la joie, 8 jours après, polyarthrite évolutive fulgurante.
là, sur une bonne joie. Et quand j'avais mon cabinet il y a très longtemps, j'avais un cabinet de consultation pendant un certain temps, eh bien, j'agissais plus sur le positif des personnes que sur le négatif. Et ça me faisait gagner du temps dans l'évolution de la personne. Et parce qu'à un moment donné, l'émotionnel reste l'émotionnel. Mais comme dit, c'est ma façon de faire. Hein. Voilà. J'aime bien ça, là, je le marque, gagner du temps dans l'évolution de la personne. Ça, wow! Là, aujourd'hui, bon, ce que j'ai pu comprendre, c'est que vous ne faites plus du cas privé de 1 à 1, mais vous vous concentrez surtout sur vos ouvrages et sur des formations. Alors, ce que je fais surtout, ce sont des formations présentielles, c'est-à-dire on se déplace un petit peu partout en France, dans tout ce qui est francophone, même au Québec, hein, la preuve, et puis des conférences. Alors, des consultations privées, j'en fais pratiquement plus. Si j'ai 3-4 personnes que je suis en ce moment, c'est un miracle. Pourquoi? Parce que ma passion à moi, c'est justement d'enseigner. Ma passion, c'est de transmettre. Et puis, à un moment donné, quand j'avais mon cabinet de consultation, au bout d'un certain temps, 9 h du matin, 23 h le soir, ça faisait beaucoup, eh bien, j'arrivais à la porte de mon cabinet, j'ouvrais la porte et ça n'allait plus. C'est-à-dire que j'en avais un petit peu marre. Voilà, c'était clair. Et à partir de ce temps-là, j'ai décidé, j'ai dit voilà, stop, ben j'arrête. Du jour au lendemain, j'ai arrêté. Je me suis dit voilà, je vais faire une pause. Et puis j'ai repris quelques années après les formations pour me relancer dans ce domaine. Voilà, donc Dans ça le fait. domaine de la lithothérapie, la lithoponcture. Oui, oui, oui. Alors la lithoponcture, c'est vrai que les gens ne connaissent pas trop. Lithoponcture, c'est l'art de vivre comme on le veut, comme on l'entend, en toute individualité, sans se laisser éteindre par les autres. C'est un défi. Voilà, c'est un très bon outil. Et c'est vrai qu'une personne qui va entrer dans la compréhension de sa personnalité, mais par des faits vrais, hein, par des actions vraies, parce que, eh bien, elle va se dire, j'ai plus besoin de passer en force, je suis tranquille, j'ai plus besoin de, voilà, ce sont des gens qui ont grandi. J'ai des élèves qui suivent quand même depuis 25 ans. Alors, je précise tout de suite, on les voit une fois tous les 6 mois. Hein, donc, on fait un petit stage de 4 jours. Voilà, c'est pas du bourrage de crâne régulièrement toutes les semaines ou tous les jours. Et puis, on les voit grandir. Et ça, c'est fantastique. Et aussi encore, le plus fantastique, c'est quand ce sont des jeunes qui grandissent. Quand quand on les voit se développer, quand on les voit. Alors, bien souvent, eh bien, on leur donne la petite graine, puis après, ils s'envolent ailleurs. Et puis après, ils vont. Ben, c'est ce qu'il faut, en fin de compte. Vous savez, moi, je pars d'un principe. Tiens, je vais vous donner un exemple qui m'a marqué quand j'étais un peu plus jeune. Je jouais au tennis, maintenant je peux plus parce que je suis un peu déglingué, mais je jouais au tennis et sur le terrain d'à côté, il y avait un père qui jouait avec son fils. Et puis son fils a battu le père. Et moi, je sais pas, je vois ça, j'ai presque applaudi. Ah non, le père était fâché. Il a engueulé le fils. Le père n'a pas supporté que son fils se batte. Je sais pas, ça serait mon fils qui m'aurait battu, mais je l'aurais sauté au cou, je l'aurais embrassé, j'aurais dit bravo, parce que c'est toi, on va dire, qui est la suite des événements. C'est pour ça qu'à un moment donné, je pense que la jeunesse doit être quand même un petit peu encadrée, parce qu'en ce moment tout fout le camp, hein, c'est clair, mais doit être un petit peu encadrée, mais on doit quand même leur laisser la liberté de créer, la liberté de concevoir, la liberté. C'est comme les ordinateurs. Les ordinateurs, regardez, les jeunes, ils naissent avec, paf, 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 paf. Bon. Alors c'est vrai que je demande des fois de l'aide à des jeunes. Ils me font ça, pouf. Puis une fois, un petit jeune m'a dit, enfin un petit jeune, 21 ans, pardon, hein, de dire un petit jeune, mais il me dit, ah mais, ah, vous, hein, sur les ordinateurs, j'ai oui, mon petit garçon. Si tu n'avais pas eu des gens comme nous, 20 ans avant ou 40 ans avant, qui avons bossé sur les ordinateurs, tu n'aurais pas fait pouf et ça n'aurait pas fonctionné parce que ça n'aurait pas été créé. Il faut bien penser que c'est notre génération et la génération d'avant qui avons effectivement commencé à mettre ça en place. Il ne faut pas l'oublier peut-être.
comment arrivez-vous à changer, tantôt on a parlé du conscient, de l'inconscient, comment on arrive à changer la couleur, exemple, quelqu'un qui est dans le gris pas mal, là, comment on arrive à dépasser ou renverser, comment vous changez ou outiller les outils pour apporter une amélioration quelconque dans les programmations, au codage, ou au rédité, peu importe. J'ai pas trop compris la question, mais comment j'arrive à faire évoluer quelqu'un par Ouais, rapport à ok, c'est très Voilà. bien ça aussi. Excusez-moi, je suis un bon plaisantin, donc Non, mais j'adore. Comment qu'on évolue? C'est eh une ben, bonne ça va direction. ça va être très simple. Ça va être très simple. La première des choses qu'il faut pour une personne, c'est lui prouver qu'il y a dans son existence quelque chose qui lui pourrit la vie, mais quelque chose de conscient. C'est ce qu'on appelle le point racine. Alors ce point racine, il se situe entre le moment où la personne se rappelle, c'est-à-dire 3, 4, 5 ans à peu près, ça dépend des physiologies, et à peu près jusqu'à 14 ans. Donc tous les événements qui ont été soit valorisants, soit dévalorisants dans cette période sont des éléments répétitifs au niveau du NEDI. Alors, le NEDI, mon Dieu, qu'est-ce que c'est comme nom encore, hein? C'est une abréviation de la sécurité sociale en France? Non, pas du tout. Le NEDI, c'est le nœud évolutif dévalorisant intérieur. D'accord? C'est une vacherie nationale. Il se situe au niveau de l'omoplate et il emmagasine tout ce qui ne vous convient pas dans votre jeunesse pour vous le répéter au fur et à mesure du temps et de l'âge. Alors, par exemple, une jeune fille qui est dévalorisée où sa maman va lui dire non, ne fais pas la cuisine, tu vas te brûler, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, eh bien, lorsqu'elle va être un peu plus vieille, adulte, lorsqu'elle va commencer à sortir, qu'elle va inviter son petit copain à la maison, qu'elle va vouloir lui faire la cuisine, ben son édit va lui dire fais gaffe, tu brûles tout, tu rates rien, t'es bonne à rien, etc. Et forcément, ben, elle va tout rater. C'est comme les personnes qui ont des problèmes d'embonpoint, puis là, c'est toute la culpabilité qui provient, dans le fond, de cette période-là, qui affecte toujours les comportements alimentaires et les sacrifices et les régimes et tout, c'est ce genre d'exemple. Exemple, ça peut jouer sur plein de domaines. Ça peut jouer sur D'accord. plein de domaines. Et ces éléments sont importants. Et ce qui est le plus important, c'est de déterminer ou que la personne se rappelle de quelque chose, donc on l'aide pour ça, que la personne se rappelle de quelque chose de très pointu, mais oublié. Parce que c'est ça qui est important. Ce qu'elle sait, c'est pas intéressant. Parce que ce qu'elle sait, elle le sait. Mais c'est ce qui est sous-jacent. C'est ce qui est dans le fond. Et c'est là qu'on arrive à trouver la petite chose. Et là, on fait ce qu'on appelle un travail de rangement. Alors, ce travail de rangement, il est important. Il est important. Moi, je me rappelle, dans certains pays, on écrivait sur des bandelettes, un petit peu, le scribe, il écrivait, un petit peu tout ce que la personne lui dictait. Alors, ranger, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je prouve à mon inconscient que je ne veux pas oublier l'événement, parce que vous savez que dans notre mémoire, on ne peut rien oublier. Donc, je ne veux pas oublier l'événement. Je le marque sur une feuille de papier. Je précise bien que je ne veux pas l'oublier, mais que je veux le ranger comme dans un tiroir. Je veux le ranger pour être libre de ne pas subir la répétitivité de ces événements. Bien, regardez, prenons le cas, par exemple, vous avez un couple qui est là, qui est jeune, et puis il se sépare. Bon, tout va très bien. La femme ou l'homme décide d'enterrer tout le système, ça n'a pas existé, etc. Bon, d'accord. Ça marche très bien. Jusqu'au moment où, et c'est là qu'il y a deux solutions différentes, jusqu'au moment où, 30 ans, 40 ans après, il y a un enfoiré qui arrive. Hein. C'est-à-dire la personne qui va mettre le point sur les i. Oh, salut Jean-Marie, tu te rappelles quand tu étais avec un... Ben, t'en as bavé au niveau de la séparation. Vous voyez, là, tout ce qu'on avait décidé qu'il avait pu exister revient à la surface. Donc, si vous avez tout enterré, vous prenez une bonne claque. Mais si vous avez rangé, vous ouvrez le tiroir, c'est dedans, ok, et vous refermez le tiroir. Et vous n'êtes pas dérangé. Et il y a même pire. Quand nous, on arrive sur nos périodes répétitives,
C'est-à-dire, on a des âges, et principalement 49 ans. On dit c'est le retour de la cinquantaine, des fois, c'est ce qu'on dit en France. Mais 49 ans, 7 fois 7, 7 ans pour chaque chakra, eh bien, c'est nous-mêmes qui remontons la pente. C'est nous-mêmes qui revivons notre jeunesse. Et à un moment donné, ben, on revit forcément ces événements durs et dramatiques. Eh ben, on ouvre le tiroir, on regarde dedans et on referme le tiroir. Vous savez, quand vous aurez mon âge, voire plus, vous verrez que ce que je vous dis est vrai. On se rappelle plus des années de notre jeunesse que d'avant-hier. D'ailleurs, j'ai eu de la chance, hein, je me suis rappelé du rendez-vous. Donc, on arrive dans le fond à évoluer en faisant du rangement dans le tiroir. On fait du rangement au départ, on fait du rangement dans la partie fœtale. Donc là, on s'adresse aux parents, on s'adresse à des choses vraies. On fait du rangement au niveau du point racine jusqu'à 14 ans. On fait du rangement dans un point de vie, un seul, hein, pas la peine d'en faire 36. Et puis après, ben, on essaye de vivre au présent et donc de se générer un demain qui soit issu d'aujourd'hui et non pas tiré d'hier en remontant tout ce qui ne nous convient pas. Et là, on fait quoi? On pardonne, on élimine, on déprogramme. Ça, c'est un terrain glissant. Je sais. Tu l'éveilles, hein? C'est glissant, c'est très glissant. C'est l'éveil, c'est un terrain glissant. Moi, j'ai une notion un peu spéciale du pardon. Alors là, attention, ma grand-mère va se retourner dans sa tombe, mais c'est pas grave. Voilà. C'est vrai que tout le monde parle de pardon. Je sens que je vais perdre des élèves. Ça fait rien. Non, mais ils le savent. Moi, quand on me fait une vacherie, mais une bonne vacherie, je ne sais pas si je pardonne vraiment. Je ne crois pas. Alors, je vous donne un exemple. Il y a quelques années, il y a une personne qui m'a fait, en France, faire un contrôle. Contrôle très pointu. Bon, ben, on est dans les règles, tout va très bien. Et puis, ben, j'ai appris qui c'était. Et cette personne, elle me fait, mais tu me pardonnes? Je dis, mais te pardonner de quoi? Ben, de ce que je t'ai fait. Je dis, mais tu te rends compte, tu aurais pu m'attirer de très graves ennuis. Donc, je ne te pardonne pas, mais on s'éloigne l'un de l'autre, on s'en veut pas, l'affaire est classée. Il me dit, mais tu te rends compte dans l'état où tu me mets? Et je lui ai répondu, tu te rends compte dans l'état où tu as voulu me mettre? Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose d'important. Quand on agit, quand on parle, quand on cause, il faut avoir conscience, il faut accepter les conséquences de ces actes. Donc il faut aussi accepter peut-être qu'une personne ne vous pardonne pas. Donc je sais que c'est assez dur, mais ça évite peut-être à l'autre de dire il m'a pardonné, je peux refaire la même chose au suivant. C'est intéressant. Maintenant, quand on dit je te pardonne pas, mais je t'en veux pas, il y a quand même de la compassion qui est passée en arrière. Il y a surtout le fait de se dégager de quelque chose qui ne vous appartient plus et de quelqu'un que vous ne voulez plus avoir près de vous. C'est surtout ça en fin de compte. Hein. OK. Débrouille-toi, c'est plus ton problème. On a deux chemins différents. D'accord. Et c'est ça qui donne une force. Oui, absolument. Mais là, si le pardon, finalement, c'est quoi votre technique pour améliorer les choses? Par rapport à qui? Par rapport à moi? Vos étudiants, ce que vous enseignez, là, dans vos 30 livres là, de ce que vous parlez. Là. Mais regardez. Si vous avez le courage, alors c'est un exemple, hein, je ne parle pas de vous. Ça devrait coller. Si vous avez le courage, au lieu de toujours dire oui, à un moment donné de dire non, d'accord? Vous allez être en accord avec vous-même, à condition que vous soyez en accord avec les conséquences de ce non, parce que vous savez que l'autre ne va pas l'admettre, il a l'habitude que c'est oui, alors que vous, c'est non, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui t'a monté la tête? Comment ça se fait? Mais vous allez commencer à prendre votre personnalité et vous allez penser à avoir une pensée qui est très simple. Au lieu que je fasse tout pour l'autre, il faut que l'on me mérite.
C'est ça qui est important. Et donc là, on arrive au 50-50. Et quand une personne pense qu'on doit la mériter pour côtoyer, pour vivre avec, pour partager, il y a un respect qui se crée. Et ce respect est important. Parce que si vous ne vous respectez pas en disant toujours oui alors que vous pensez non, vous ne serez jamais respecté par l'autre. Mais vos techniques, comment vous faites? Ben justement, la technique, c'est-à-dire que j'enseigne au fur et à mesure aux personnes par des symboles, prenons le cas par exemple, on a ce qu'on appelle le symbole du respect. Ok. Alors je dis par exemple à la personne, voilà, eh bien, quand est-ce que dans votre existence, ça c'est vraiment le basique, quand est-ce que dans votre existence, vous ne vous êtes pas respecté? Ah, ben ça, c'est une très bonne thématique. Mais là, quand Voilà. vous parlez de symboles, c'est des formes de géométrie sacrée, c'est des mandalas, c'est des dessins, c'est des hiéroglyphes. Voilà, ici par exemple, voilà, ici, Oh, c'est ce qu'on appelle un générateur. D'accord? un générateur. Alors, D'accord. c'est assez. Vous voyez, ce générateur ici, il comprend plusieurs générateurs. Il y en a un, deux, trois, etc. Mais chaque générateur a à l'intérieur des symboles. OK? Vous voyez? Ici, il y a un symbole, un autre symbole, etc. Donc, quand la personne a ce petit document, il se dit voilà, eh bien ici, j'ai le symbole du respect. Pour le mettre en vibration, il faut qu'elle agisse en lien avec le symbole. C'est-à-dire, on appelle ça sur les chakras de conscience ou spirituels. Je ne vais pas aller là-dedans, c'est un peu compliqué. Mais bon, il faut qu'elle agisse. Elle rentre dans l'action, elle dit voilà, qu'est-ce que je vais faire pour me respecter? Okay. Quelle action je vais faire pour me respecter? Puis ensuite de ça, elle va peut-être aller sur le symbole de l'harmonie. Qu'est-ce qui me met en harmonie? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'aime faire? Pourquoi est-ce que je suis en désharmonie? Pour quelle raison? Parce que bien souvent, on dit les autres me mettent en désharmonie. Ok, mais c'est peut-être parce que nous-mêmes, on n'est peut-être pas capable de dire ben, ça me convient ou ça ne me convient pas. Et ainsi de suite. Donc il y a toute une méthodologie qui est là en fonction d'actions à faire et en fonction de prise de conscience, toujours individuelle, pour se dire j'ai avancé. Et on a un petit outil qui est très simple, mais les gens le connaissent, c'est le cahier d'évolution. Un cahier d'évolution, c'est chaque fois que vous faites un pas en avant, vous le notez, vous le datez. Comme ça, quand vous êtes dans des périodes basses, vous prenez votre cahier d'évolution, puis vous dites, punaise, tiens, j'étais capable de faire ça, j'étais capable de faire ça, j'étais capable de faire ça, alors ça, hein, je vais m'en sortir. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on se prouve à soi-même qu'on a été capable de faire quelque chose nous-mêmes, sans Pierre, Paul ou Jacques, en étant vraiment dans son individualité. Et donc, bah forcément, on arrive un petit peu à évoluer. Alors là, c'est les grandes lignes, puisqu'il y a quand même énormément de tenants et d'aboutissants. Dans les 30 livres que vous avez écrits, votre préféré, votre coup de cœur, le plus inspiré, c'est lequel ou lesquels? Il y a plusieurs coups de cœur, en fait. Donc, quand Oui, on regarde, le premier coup de cœur que j'ai eu, c'était la série Un jour, un chemin. C'était un petit peu du romancé. Bon, voilà. C'était un petit peu le premier coup de cœur. Ensuite de ça, c'était la lithothérapie. Alors là, la lithothérapie, c'est celui-là qui est sorti. Alors, Un jour, un chemin. Tiens, je ne les ai même pas ici. Ça, un jour, un chemin? Non, Un jour, un chemin. Les intéresse. Et puis, je ne l'ai même pas ici. Je ne l'ai même pas pris. Ensuite de ça, le deuxième coup de cœur, c'est celui-là. C'est celui-là. Alors, celui-là, on en est à plus de 50 000 ou 60 000 exemplaires. 5e édition. Je n'ai pas de distributeur, je n'ai pas d'éditeur. L'éditeur, c'est nous, il n'y a pas de problème. Celui-là, pourquoi? Parce que chaque fois, si vous voulez, il est complet, il donne des explications, les positions des pierres, les mandalas, les générateurs, etc. Donc voilà, ce premier coup de cœur, c'est ça. Voilà, c'est les liens terrestres. Ça, c'est le premier. Il doit avoir 20 ans, celui-là. D'accord? Après, il y a eu le deuxième, qui a suivi. Et puis après, il y en a eu d'autres. Bon, je ne les ai pas tous ici, mais c'est ça. Puis après, il y a eu quelque chose, parce que dans les livres, il y a celui-là, Psychologie des pierres et des cristaux, il y a Les secrets dévoilés, il y a la lithopolite. Alors, la lithopolite, je me suis amusé parce que, vous voyez, ici, par exemple, il y a un jeu à l'intérieur. On fait les choses
on fait les choses bien, vous voyez. Il y a un jeu à l'intérieur, les gens, ils jouent un petit peu au jeu de loi, ça les fait avancer. Et puis après, il y a eu les séries, donc celui-là, par exemple, Dictionnaire des pierres et des cristaux, et puis la série des petits guides. Donc toute cette série-là, qui est ici, il y en a plein, il y en a partout. Vous voyez, c'est les petits guides qui font à peu près 100, 110, 120, 130 pages, qui sont là. Voilà, c'est les petits coups de cœur que je me suis amusé à faire. Donc voilà, puis j'arrête plus. Oui, ben c'est intéressant. Puis, comment vient un projet comme ça? C'est inspiré? Ça vient de votre intuition? C'est rêvé? Il y a une vision? Comment que ça Alors, fonctionne dans un esprit cartésien, tout ça? ah ben justement, c'est ce que j'enseigne. J'ai la chance d'être cartésien, c'est ce que j'enseigne. Il y a une règle du jeu, qui est importante. C'est celle de commencer par un imaginaire. D'accord? Il faut s'autoriser à avoir un imaginaire. Alors, je vous donne un exemple. J'avais imaginé, il y a quelques années, moi-même, d'imprimer, de construire mes petits guides. OK, d'ailleurs, je l'ai fait moi-même, hein. Il n'y a aucun problème. Ici, tous ces petits guides-là, on les fait nous-mêmes, on les agrafe, on les pique. Oui, c'est vraiment complet au niveau du contenu, on les fait nous-mêmes. J'avais imaginé. Puis après, on transforme cette imagination en pensée. D'accord? Je pense. Je pense, et comme je pense, automatiquement j'émets. Hein, la pensée, c'est un petit peu la loi d'attraction. Et puis, je rentre dans l'action. C'est-à-dire que tous les jours, je me disais, tiens, voilà, ben, j'ai commencé à écrire un petit guide, à faire ceci, à faire cela. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Il y a ce qu'on appelle le déclic. Et le déclic, il arrive comme ça. Alors, je me suis dit, pour imprimer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une imprimante, une bonne imprimante. Eh ben, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, je suis tombé sur une société qui m'a fait vraiment un cadeau pour l'imprimante. Puis après, je me suis dit, il faut du papier. J'ai regardé sur Internet, j'ai trouvé 2 petites lignes et je suis tombé sur le directeur principal qui fournissait le papier au niveau glacé, au niveau de la France. Hein, coup de bol. Et ainsi de suite. La presse que j'ai sur le côté, c'est pareil. Je l'ai eu pour 60 euros. C'est une presse qui vaut peut-être, je sais pas, 2 ou 3 000 euros. Un coup de bol. Je n'ai eu que des coups de bol comme ça. Les massicots, c'est pareil. Donc à un moment donné, il y a tout qui se déclenche. Pourquoi? Parce que vous étiez dans la ténacité, vous étiez dans votre chemin, vous étiez non pas dans votre mission de vie, mais dans votre vocation, ce qui est tout à fait différent. Et ça, c'est important pour répondre à votre question. Je crois à la mission de vie. On est bien d'accord, j'y crois. Mais est-ce que je peux être sûr, à titre personnel, que je suis dans ma mission de vie? Je n'en sais rien. Et je vais même vous dire une chose, ça ne me préoccupe pas du tout. Parce que je ne peux pas le prouver. J'en sais rien. Par contre, la vocation, c'est-à-dire, regardez par exemple des vocations connues, l'abbé Pierre, Sœur Teresa, etc. C'est des gens qui se sont donnés. Une vocation, c'est quelque chose que vous aimez faire depuis à peu près 5-6 ans et que vous continuez à aimer faire. Ça, c'est prouvable. Regardez, par exemple, moi j'ai 2 vocations, ça va peut-être vous surprendre. Première vocation, c'est la partie enseignement, ce que je fais, ce que je dis. Ça, c'est pour moi une vocation. Deuxième vocation, c'est le travail électrique. Ça surprend peut-être, mais j'adore jouer au travail électrique. Je joue au chef de gare, j'ai mes rails, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai une centaine de wagons, j'ai autant de locomotives, j'ai des arbustes, enfin bref, peu importe. J'adore ça. C'est une vocation. La vocation n'est pas forcément quelque chose, on va dire X ou Y. 20 ans sur place, personne ne nous connaissait. Là, on faisait le tour du quartier, forcément, ben, bonjour, bonjour, bonjour. Vous êtes où? Vous êtes là? Ah bon? Donc, déjà une chose, ce qui veut dire que si on avait un tout petit peu de convivialité, si les gens essayaient un petit peu de partager, c'est sûr, mais de voir un petit peu que l'autre, il a peut-être aussi besoin d'un bonjour, simplement, d'un petit coup de téléphone de temps en temps, d'un petit. Mais ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait un tout petit peu plus de vraie convivialité, sincère, sans qu'il y ait quelque chose derrière, sans qu'il y ait un besoin, sans qu'il y ait une demande, sans qu'il y ait certaines choses derrière. Simplement
un bonjour gratuit. Gratuit, simplement. Bonjour, bonne journée. Une vraie bonne journée. On le souhaite. Pas bonne journée, mais attends, je te vois tout à l'heure parce que j'ai besoin de toi, parce que j'ai besoin de signer un contrat, parce que j'ai. Non, non, simplement bonjour. Et surtout, que les personnes puissent, alors ça c'est vraiment mon vœu le plus profond, mettre de côté tous leurs titres, toutes leurs fonctions et se présentent entre personnes. Voilà, bonjour, je m'appelle Jean-Marie et toi, Michel, ok. On se fait une belote, on se fait ceci, on se fait certaines choses et qu'on enlève ces bons sens sacro-saints titres qui des fois sont bien souvent très mérités. Mais vous savez, euh, il y a quelque chose qui m'a fait sourire, c'est quand des fois on est quelque part et on a une table, il y a des gens qui ne nous connaissent pas. La première des choses que les gens commencent à mettre sur la table, c'est leur fonction avant leur nom et leur prénom. Moi, voilà, je suis un tel. Puis une fois, on a fait un tour de table. Alors, il y avait des directeurs, des trucs, des machins. Et vous? Bah, moi, c'est Jean-Marie. Je suis à la retraite depuis 4 ans et les petits oiseaux chantent dans les branches. Et ils étaient complètement abasourdis. D'ailleurs, on ne m'a pas causé de la journée parce que je n'avais pas d'intérêt. Vous voyez où je veux en venir? Donc, si simplement les gens pouvaient se côtoyer en mettant de côté, on va dire, leurs titres et leurs fonctions et qu'il y ait une sincérité dans le côté simplement bonjour. Moi, je sais que dans mon domaine, dans mon métier, quand je rentrais dans ma cour, en bas, dans la cour où j'étais, il y avait le mécanicien ou les mécaniciens, il y avait les gens qui entretenaient la cour, il y avait les gens qui entretenaient la pelouse, etc. Avant d'aller dans mon bureau, je passais chez tout le monde et je leur disais bonjour. Bonjour, voilà, bonne journée, bonjour, bonne journée, bonjour, bonne journée. J'étais le seul à le faire. Je me suis même fait, on va dire, appeler Arthur, entre guillemets, parce que je faisais ça. On m'a dit, mais on ne mélange pas hein, les petites mains, on ne leur dit pas bonjour comme ça. Ben, j'ai dit à ce brave monsieur qui était un supérieur à moi, je dis oui, c'est pour ça que je ne vous dirai pas au revoir. Il m'a regardé et je pense qu'il a compris. Mais non, on a besoin de tout le monde. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir des titres, des fonctions, puis il y a des gens qui. Mais sans les personnes X ou Y, on ne serait rien. C'est surtout ça que je voudrais passer comme message. Que chacun ait une vraie convivialité, quelque chose de vrai. Et malheureusement ou heureusement, bah, il faut des dirigeants parce qu'il y a des dirigés, mais il faut diriger avec fermeté, mais avec le cœur. Et ça, c'est important. Fermeté et avec le cœur. Et voilà ce que je pourrais dire si j'avais un petit message à passer. Excellent. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du futur? Qu'est-ce qui s'en vient pour Jean-Marie? Parce que là, à 74 ans, j'imagine, à un moment donné, vous allez vouloir prendre une autre retraite de vos fonctions de maintenant. Mais non, désolé. Désolé. Okay, ben c'est génial. Vous savez, dans la partie militaire, la retraite, c'est la défaite. Quand on bat en retraite, c'est qu'on est battu. Donc pour moi, le mot retraite n'existe pas. OK, mais là, votre carrière militaire, c'est une chose, mais vous continuez quand même une carrière d'éveil où là, vous enseignez et transmettez des Ben, connaissances. si je peux plus me déplacer, je le ferai par Internet. C'est ça. Bon, là, alors, c'est pour ça que vous avez tous les sourcils tout noirs. Vous êtes encore très, très, très jeune. Ah, Et mais si vous capable de voulez, transmettre beaucoup j'ai pas de d'informations. cheveux blancs, hein. Donc là, ils sont rasés par souci de coiffeur, hein, on est bien d'accord. Donc voilà. Mais autrement, j'ai pas de cheveux blancs. Donc bah, non, c'est physiologique, ne vous inquiétez pas. C'est pas voilà. Et donc, des romans, des livres avez-vous d'autres projets d'écriture? Parce qu'à 30 livres, j'imagine que vous avez fait le tour de vos connaissances. Y a d'autres Alors inspirations de projets en route? j'ai un projet complètement fou. J'ai un projet de faire 80 petits guides. Oh, Voilà, intéressant. voilà. C'est un projet fou. Et pour me donner le courage de le faire, Ça prend ça.
J'ai déjà marqué tous les titres. Ah, fait que c'est déjà planifié. Oui, c'est déjà planifié. Et j'ai déjà tous les outils dans mes logiciels, tous les dessins, toutes les maquettes, tout le contenu, c'est déjà prêt. Parce qu'en 40 ans, j'ai ici, je sais pas, je dois avoir une cinquantaine de disques durs, chacun de 2 Téra, imaginez-vous, parce que c'est des contenus, c'est des images, donc ça fait un volume énorme. Au fur et à mesure des conférences, j'enregistre tout, je filme tout, donc ça permet d'avoir, donc voilà mon projet. Et puis, je dis ça, c'est ma volonté. Après, là-haut, ils décideront quand est-ce que j'arrête. Là-haut, Dieu, l'univers, l'âme, les guides, le Vos conseil. croyances, vos croyances, toutes vos croyances. Là-haut, d'accord, on ramène ça là. En Vous, passant, vous, je veux connecter une petite question scientifique éveil. Selon vous, Dieu, qu'est-ce que c'est? ah, Dieu, 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 Parce Dieu. que là, vous êtes scientifique, vous voulez le palpable, le vrai de Dieu, comment ça se trouve? Vous savez, c'est quelque chose qui a permis à l'humanité, d'une certaine façon, entre parenthèses, à partir d'une certaine date, d'avoir une forme d'éthique. Hein, puisque avant la connaissance de Dieu, ben il y avait, on idolâtrait des veaux, des vaches, on avait des temples, on avait des trucs et des machins. Bon, donc à un moment donné, il y a eu cette croyance qui est apparue. Moi, je pense que Dieu, on peut l'imaginer sous tous les noms et sous toutes les formes que vous voulez ou que vous croyez, parce que regardez, sincèrement, sur Terre, c'est quand même le foutoir. On est bien d'accord. Alors, si avec un, il y a déjà ce foutoir, avec deux, avec trois et avec quatre, imaginez-vous ce que ça donnerait. Donc, on va, pour moi, imaginer que ce que vous appelez Dieu, ça peut être Allah, ça peut être Bouddha, ça peut être je ne sais qui ou je ne sais quoi ou je ne sais comment. Vous pouvez y mettre le nom que vous voulez, mais le système solaire, de toute façon, il n'a pas été créé par 20 000 personnes. Donc, après, en fonction des besoins, en fonction de la manipulation des peuples, en fonction de l'avancée, en fonction. Bon, regardez, pendant un certain temps, moi je suis catholique et ma grand-mère était très pratiquante. Mes parents sont partis très jeunes. Je sais que le vendredi, il fallait pas qu'on mange de viande, c'était du poisson. Je sais que pour communier, il fallait pas manger avant, etc. Maintenant, hein, tout ça, c'est tombé à la trappe parce que les choses évoluent. Mais il y a toujours une raison, en fin de compte. Si on devait manger du poisson, c'était pas peut-être pour ne pas toujours manger de la viande ou à un moment donné manger du poisson. Vous voyez, dans certaines religions, c'est le cochon qu'il ne faut pas manger parce que bah, ça amène des maladies. Dans d'autres, il y a toujours des raisons X ou Y. Donc, la croyance fait partie d'un résultat. Quand il n'y a plus cette croyance, il y a tout qui fout le camp et c'est tenu par d'autres personnes, et d'autres personnes prennent remplacent cette grande masse, et c'est n'importe quoi dans certains cas. Okay, et donc, ça a permis de maintenir, mais c'était pas tendre non plus. Regardez l'Inquisition, hein, c'était pas tendre. Hein. On vous croyait coupable, on vous tuait. Si vous étiez innocent, vous montiez au paradis. Si vous étiez coupable, vous alliez en enfer. Mais on vous tuait quand même. Donc, c'était une forme un peu bizarroïde de jugement, mais c'était comme ça. Donc, c'est pour ça que pour moi, l'image qu'on se fait de Dieu, c'est la représentation parfaite de ce qu'il devrait être aujourd'hui sur Terre pour nous permettre d'avoir un exemple afin de vivre sa vie en fonction de cet exemple, mais pour avancer. Et j'ai mis dans un de mes livres quelque chose qui est assez, on va dire, intéressant au niveau de la question que vous me posez. Je ne sais plus où je l'ai mis parce que j'en ai tellement ici. J'ai ramené, j'ai pas tout ramené, mais c'est pas grave. Je vais vous le dire. J'ai marqué en petite parenthèse, nous sommes tous des êtres divins venus sur Terre pour apprendre, développer et aider l'humain
afin, lors de notre voyage de fin, de pouvoir ramener au céleste des informations qu'il aurait oubliées. Oui. Jean-Marie Schneider, merci infiniment d'avoir pris le temps de partager votre énorme bagage de connaissances. Et c'est très généreux de votre part. Merci infiniment de nous avoir reçus. En tout temps, je vais laisser en bas de la vidéo les coordonnées si vous voulez vous procurer un des nombreux livres et jeux ou formations de Jean-Marie parce que c'est accessible. Et en tout temps, vous pouvez évoluer consciemment avec des outils qu'il vous propose et qu'il a créés pour vous accompagner à améliorer votre vie, tout simplement. N'est-ce pas? Je vais bien résumer ça. Très, très bien. J'aurais pas pu dire mieux. D'ailleurs, je ne sais même pas me présenter. Alors, imaginez-vous. Oui, ça, ça a été la problématique un tout petit peu. Mais quand même, c'est amusant. C'est le fun d'avoir une nouvelle, un nouveau défi, une perspective nouvelle qui ramène dans le fond à la simplicité, hein, tout simplement. C'est beaucoup de modestie et beaucoup d'humilité, je m'allais dire d'humilité, mais c'est pas un mot que je dis, d'humilité. Et puis, ben, c'est gentil de garder ça simple dans le partage, puis dans la croissance. Je crois que c'est l'essentiel même du vie. Alors, merci pour votre guidance et de vos balises qui nous permettront de vibrer des symboles apportant la terre à la vie de plus aussi par conséquent. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, parce que c'est quand même gentil. Il faut aussi dire que je vous dois des merci, voilà, et surtout un merci de m'avoir permis cette entrevue. Voilà, donc. Pour ceux qui sont intéressés à avoir plus de connaissances sur Jean-Marie, c'est une primeur. À partir du mois prochain, Jean-Marie se joint à nous comme chroniqueur et puis vous aurez accès à ces informations du jour qu'il partagera avec nous et vous, tout le monde, qui sont désireux de s'améliorer tout simplement. Alors merci, bienvenue dans je m'en ai dit la gang de chroniqueurs de revuemagie.com, c'est un honneur de vous accueillir. Merci à vous. Merci. Et puis, n'hésitez pas en tout temps avec les coordonnées, vous pouvez avoir accès à toutes les biographies parce qu'il y a aussi des jeux, il a inventé plein de choses. Alors, vous allez pouvoir plonger dans l'univers de Jean-Marie et vraiment trouver ce qui vous fait la résonance au niveau du cœur et puis avoir une bonne piste pour avancer. Très bien. Merci beaucoup de partager tout ça. Merci. Soyez bénis. Namaste. Merci beaucoup.